le statut du copte. Alors, il dit que le copte n'est pas plus proche de l'égyptien que le wolof ou le pulaar, etc. Bon, je crois qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas gommer l'histoire comme ça. Mais les coptes, c'est qui les coptes? Les coptes, ce sont les populations qui vivaient en Égypte à la suite des Égyptiens de la période pharaonique. Donc vous ne pouvez pas les isoler comme ça. Ils sont les descendants des Égyptiens, certes métissés avec les Grecs, avec les Romains, mais ce sont les descendants d'Égypte. Et Volney en parle. Mais ils vivent toujours. Ils vivent toujours. Et leur langue, leur écriture est le fruit de l'alphabet grec. C'est vrai, l'écriture copte se fait avec du grec, de l'alphabet grec. Mais tous les signes, et c'est là où c'est important, tous les sons que l'alphabet grec n'a pas et que les coptes avaient dans leur langue, donc les... Non, tu pourras intégrer ça. D'accord. Donc tous les sons qui existaient dans la langue des coptes, donc des anciens Égyptiens, ou des descendants des anciens Égyptiens, et qui n'existaient pas dans le grec, on a suppléé, donc on a pris des signes, 7 signes du démotique, donc d'une phase, la dernière phase de l'écriture égyptienne. On a emprunté là-bas 7 signes pour rendre les sons de la langue copte. Donc vous ne pouvez pas dire que les coptes n'ont rien à voir avec les Égyptiens. Non, laissez-moi terminer, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Donc la langue copte... Il a été patient, il faut que tu sois patient. La langue copte, certes, est écrite avec l'alphabet grec, mais l'alphabet grec complété par 7 signes pour transcrire les sons qui n'existaient pas, comment dirais-je, dans cet alphabet grec. Donc, c'est pour tenir compte des sons égyptiens. Alors, et la force du copte, c'est que le copte est vocalisé. En égyptien classique, il n'y avait pas, disons, l'ensemble des voyelles, où les voyelles n'étaient pas notées, même si elles étaient prononcées. Alors que le copte, lui, il est vocalisé. Donc, quand un terme a survécu en copte, on sait comment il était prononcé. C'est ça l'intérêt du copte. J'ai parlé tout à l'heure de bin, iret bint, qui est devenu en copte aéré bonnet. Bonnet, bonne. Mais là, vous voyez, le copte, le wolof et le pulaar se retrouvent. Donc le copte permet de confirmer l'interprétation que nous pouvons faire en wolof et en pulaar. Bin est devenu bonne en wolof, bonne en pulaar, bonnet, c'est la même chose. Et le copte confirme effectivement, puisque le copte a bonnet. Voilà l'intérêt du copte. Donc nous ne pouvons pas faire fi du copte. Certes, et ça je l'ai dit, moi dans de l'origine égyptienne des Peuls et dans mes autres travaux, je dis que le copte n'est pas forcément obligatoire, un passage obligatoire pour faire la comparaison entre l'égyptien ancien et nos langues. Parce qu'effectivement, on peut trouver bin, bonne, bonnet. Vous avez toute une série, hein. Vous avez nag, nagué, nagou, mais dans toute l'Afrique, pratiquement, le nom de la vache, c'est l'ancien nom de l'égyptien nag ou nagui. Donc, nous n'avons pas besoin du copte, ce n'est pas obligatoire. Mais le copte peut être utile. Hein. Voilà. Donc, par rapport à la place du copte, le copte n'est pas plus proche. Le copte est certainement très proche de l'égyptien, hein, mais dire que le copte est plus proche que le wolof est plus proche de l'égyptien que le copte, ça aussi, je crois qu'il ne faut pas exagérer. Hein, le copte, c'est la suite directe de l'égyptien ancien, même si, effectivement, c'était transcrit par du grec. Et donc là, il faut faire attention. Hein, le copte est très proche de l'égyptien, même si on n'a pas besoin,
nécessairement du copte pour comprendre l'égyptien. Nos langues africaines peuvent être comparées directement à l'égyptien sans passer par le copte. Ça, comment dire, je suis d'accord avec vous dans ce domaine-là. Alors, maintenant, revenons sur les migrations. Vous parlez des Hyksos. Vous dites que les migrations ont eu lieu sous les Hyksos, c'est-à-dire vers 1700-1800 avant Jésus-Christ. Je vous dis que ce n'est pas possible. Et je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas possible. Parce que dans mon livre, là, Les chemins du Nil, il y a un chapitre intitulé L'égyptologie, la tradition orale et l'archéologie parlent le même langage. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire la jonction entre l'égyptologie, la tradition orale et l'archéologie, puisque ça s'adresse également à Mamadou Fall. L'archéologie, nous, on n'a jamais récusé l'archéologie, j'y reviendrai. Alors, nous avons la migration Manna. Cette migration Manna, Yoro Diaw nous dit que elle est partie sous un pharaon qui s'appelait Sosé Touré. Sétou-Touré Darius. Un pharaon perse qui est venu, qui a fatigué les populations. Donc, et les traditions soninké, les traditions de Yerere, mais les textes grecs également disent la même chose. Ce pharaon, les Perses, quand ils sont venus, ils ont même fait quelque chose que personne n'a osé faire, prendre le couteau et taper sur la vase sacrée. Voilà. Donc il y a convergence entre ce que les Grecs, qui n'étaient pas au courant de ce que Yoro Diaw et les autres ont dit. Donc là, un historien est obligé de faire le lien. Oui, absolument. Donc ils ont brimé les populations. Donc, confirmé par les Grecs et confirmé par, comment dirais-je, les sources de Yoro Diaw. Donc, les Soninké disent dans les traditions de Yerere, l'Empire de Ghana et les traditions de Yerere, Germaine, Djeterlen et Djarasilla, je vous renvoie à ce livre-là. Il est question de l'origine des Soninké. Vous parlez de Dinga. Ce n'est pas Dinga, c'est Dinga. C'est Dinga. Dinga ou Djabé. On vous dit que Djabé, le fils de Dinga, est parti à la tête d'une migration pour prendre possession des terres que son père avait conquises à Koumbi. Vous y êtes? Donc, Dinga a quitté l'Égypte parce qu'il s'était marié à une blanche. Mais c'est très intéressant. Les gens disent une femme à peau claire. Non, ce n'est pas une femme à peau claire parce que si vous vous mariez avec une femme à peau claire, vous n'avez pas de métis. Donc, dès qu'on parle de métis, ça signifie que Dinga, qui était noir, a épousé une femme blanche. Donc, en Égypte, à l'époque, les gens lui disent, puisque tu as épousé une femme blanche, tu as eu des métis, tes enfants ne pourront pas hériter de tes charges. Dinga dit qu'à cela ne tienne, je vais conquérir un pays pour mes enfants. Et c'est comme ça qu'il a quitté Sona, Assouan. Il est arrivé à Koumbi, il a conquis tout un territoire et il est reparti sur l'Égypte. Une parenthèse. Il y a un problème. L'histoire des pharaons qui ont plusieurs femmes, il y a des cas où c'est ce problème de l'héritage qui a amené effectivement, quand la femme venait d'Asie, parce qu'il y avait beaucoup de mariages, le pharaon Ramsès III. Voilà, il tenait à avoir maintenant une femme d'origine africaine qui va avoir des enfants qui vont régner. C'est le problème qu'on va connaître aussi dans nos histoires. Là. C'est une petite parenthèse. Non, absolument. Les choses sont très claires là-dessus. Absolument. Donc, Dinga retourne en Égypte et au moment de sa mort, il dit à ses enfants, il rassemble ses enfants, dont Djabé, Téréchiné, il leur dit, bon, je vais mourir, mais je ne veux pas que vous restiez ici, puisque vous avez vu ce qui m'est arrivé. Alors, on ne parle plus de ces enfants métis, parce que ces enfants-là, Téréchiné et Djabé, sont des enfants issus de ces mariages à Koumbi. Tout ça, c'est dans les traditions. Donc, si vous ne voulez pas faire de lien entre l'Égypte et comment dirais-je, et l'Afrique de l'Ouest,
sans passer par le Sahara, mais on passe par le Sahara. Dinga fait ses conquêtes à Koumbi. Koumbi, c'est dans le Sahara. Il retourne en Égypte pour dire à ses enfants, il se marie là-bas. Il a des enfants, Djabé, Terekhine et le Bida. Le serpent, le fameux serpent là. Hein? C'est un jumeau de Djabé. Donc il retourne en Égypte et à sa mort, ses enfants exécutent ses volontés. C'est Terekhine qui normalement, en tant qu'aîné, aurait dû diriger la migration, mais pour des raisons, sur lesquelles je ne vais pas insister, parce que c'est l'esclave de son père, qui était son compagnon et son complice, qui l'a écarté du pouvoir parce qu'il avait vu que ce bonhomme-là ne pouvait pas être un bon roi. Donc, il s'est arrangé pour que le pouvoir revienne à Djabé. Donc, Djabé part à la tête d'une migration, et cette migration quitte l'Égypte pour venir à Koumbi. Et la tradition nous dit que cette migration a duré 3 mois. C'est-à-dire qu'entre Assouan et Koumbi, les migrants ont fait 3 mois. Donc quand ils arrivent, c'est toujours la tradition qui dit que quand ils arrivent dans la région de Koumbi, ils trouvent les Kakolos, ce sont les fameux Kakolos, les Kaboros et autres, qui sont les populations autochtones, les populations paléolithiques là, qui étaient là. Donc personne n'a dit que la région n'était pas peuplée. Il y avait des populations que les Soninké ont trouvées là. Ces Soninké qui avaient des armes en fer, qui étaient mieux équipés, alors que là, on en était encore à l'âge de la pierre. Donc, les populations ont été vaincues. Et tout ça, c'est la tradition soninké, ce n'est pas l'égyptologie. C'est la tradition soninké qui le dit. Les populations de Kakolo et autres, là, ont été vaincues et intégrées dans le pouvoir soninké. Alors, ceux qui n'ont pas voulu rester se sont enfuis et sont allés dans les falaises de Bandiagara. Vous savez comment les Soninké, ils appellent le Djambo Diop, qui est nous, les Diobènes, notre totem. Mais eux, ils l'appellent le coq de Pharaon. Voilà. Le coq de Pharaon. Comment est-ce qu'ils peuvent inventer ce mot? Oui, alors que... Maintenant, le débat, est-ce que c'est la grue couronnée ou c'est... Mais ils l'appellent le coq du Pharaon. C'est comme ça que les Soninké, ils appellent... Mais oui, mais parce qu'ils ont vécu à Assouan, ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc, s'ils appellent ça coq de Pharaon, ça veut dire que ça confirme qu'ils ont effectivement côtoyé la civilisation égyptienne. Donc, les populations qui étaient là ont été vaincues. Certaines d'entre elles se sont enfuies, sont allées se réfugier dans les falaises de Bandiagara. Et ce sont ces populations qui sont installées dans les falaises de Bandiagara qui ont amené une forme de poterie qui a été identifiée par les archéologues et qui existait également dans la région de Koumbi. Et cette poterie-là a été datée et la date affiche 450 avant Jésus-Christ. Donc ce sont des populations chassées de Koumbi, de la région de Koumbi, par des migrants qui n'ont mis que 3 mois en route. Ce sont ces populations qui sont allées se réfugier dans les falaises de Bandiagara où elles ont inauguré une forme de poterie qui existait déjà là. Donc, les archéologues ont comparé la poterie de Koumbi avec celle des falaises de Bandiagara et ils ont montré que les premières poteries des falaises de Bandiagara remontent à 450. Or, 450, c'est la période perse justement en Égypte. Parce que Cambyse est venu en 525 et les migrations sont parties sous Darius. Donc, entre 525 et 480, la datation des poteries, implantées dans les falaises de Bandiagara, correspond à l'avènement de Darius et de Cambyse. Donc, voilà une date qui est obtenue à la fois par l'égyptologie, la tradition orale et l'archéologie. On parlait des Hyksos là. Non, ici c'est très clair.
C'est très loin des Hyksos parce que 450, quand même, c'est différent de 1800 à 1700. Il faut être sérieux. Il y a un décalage. Quand même, et ça, c'est la tradition, l'égyptologie et l'archéologie. Donc, un faisceau de faits, encore une fois. Moi, je ne prends pas un fait isolé, dire que oui, parce que j'ai sauvetiltré ou quelque chose comme ça, donc voilà, ça remonte à la période Hyksos. Non, il faut quand même respecter la méthodologie. Ici, nous avons 3 sources. La source égyptologique. Les gens parlent d'Assouan. Hein? Et ce terme-là, Assouan, mais vient de Sounou. Tu connais? C'est Sounou qui est devenu Soyené, qui est devenu Assouan. C'est très clair. Donc, quand les Soninké parlent d'Assouan, ils citent la ville, ils la décrivent, ils disent qu'ils sont venus avec 1000 chars. Et Hérodote parle des transfuges. Voilà, qui sont allés vers le sud, vers le sud. Hein, Ça, pour se mettre à la disposition du roi éthiopien, parce que les pharaons étrangers, je crois que c'était avec les mercenaires grecs là, de l'autre là, comment il s'appelait? Samétique II. Donc, il y avait des migrations à l'époque, ce n'était pas la seule. Donc, les gens partaient. Alors, quand les Soninké parlent d'Assouan, mais ils décrivent la migration, ils disent que la migration est venue avec 1000 chars. Or, si on vous dit que les Soninké connaissaient le char égyptien, et ils décrivent le char, comment il était fabriqué, à quoi il servait. Mais c'est exactement le char de combat égyptien. Ils sont venus avec le cheval. Le chef de la migration et tous les nobles étaient à cheval. Et le cheval se dit si en soninké. Et si c'est l'homme qui est à cheval. Absolument. Or, en égyptien, le nom du cheval, c'est Sissou. En mandingue aussi, c'est Sou. Mais quand vous avez ces choses-là, vous ne pouvez pas dire que les Soninké n'ont pas quitté l'Égypte, puisqu'ils viennent avec le cheval, ils viennent avec le char égyptien, et ils viennent avec le nom de l'esclave. Alors, j'ai actuellement un ouvrage sous presse qui va sortir peut-être dans un mois ou dans 2 mois, où j'aborde la question de l'esclavage en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'Égypte n'a pas connu d'esclavage. Or, les Soninké sont venus avec le nom de l'esclave en Égypte. Et c'est Komé, Komu, le pluriel. Et le signe hiéroglyphique, justement, qui montre que c'est bien l'esclave, c'est ce que Champollion prenait pour un vase qui était en réalité pas un vase, mais un piquet pour attacher le cheval, pour attacher un animal. Donc, ils sont venus avec le nom égyptien de l'esclave. Mais quand vous avez tous... Hein? Komé. Komé, Komo au pluriel. Mais ils sont venus avec des noms aussi. Sankaré, quelqu'un qui a fait égyptologie. Et si c'est... Sankaré, c'est un nom égyptien. Si c'est montre que, en fait, le cheval se dit si c'est l'homme qui est à cheval, ou l'homme du cheval. Et c'est le même nom que le cheval portait en égyptien. C'est dans ce livre-là. Hein. Alors que le Wolof, lui, il dit Fas, et le Wolof est très proche des Arabes, Faras. Faras et Aiglé. Et le Poulard utilise un autre terme qui désigne cheval également. Pesèche, Pouchou. Ouais. Alors, quand on a ces éléments-là, mais vous ne pouvez pas renvoyer les migrations à la période, comment dirais-je, Hyksos. Maintenant, prenons les Peuls. Les Peuls disent qu'ils vivaient en Égypte, qu'ils ont connu les Juifs là-bas. Quand les Juifs sont arrivés en Égypte, les Israélites, ils n'avaient pas de femmes. Ce sont les Peuls qui leur ont donné des femmes. Et ce qui explique la parenté entre les Peuls et les Juifs. L'étoile de David. Certaines pratiques. Le Fadungandaw, l'étoile de David. Et certaines pratiques, eh bien, vous ne pouvez pas les comprendre, vous ne pouvez pas comprendre cette parenté, ou même cette ressemblance entre les Peuls et les Juifs, si vous ne situez pas leur contact en Égypte.
Et on dit que ce sont les Peuls qui ont donné des femmes à ces juifs-là qui étaient venus, il n'y avait que des hommes. Et on nous dit qu'un pharaon, on donne son nom, a épousé une femme Peul. Oui, il l'a épousée. Et malheureusement, le mariage n'a pas duré parce que, à cause de l'inceste justement royal, parce que le pharaon tenait également à épouser sa sœur. Et la tradition Peul dit que les Peuls ne mélangent même pas leurs vaches pour éviter qu'il y ait justement des cas d'inceste entre les vaches, à plus forte raison entre les hommes. Donc le mariage s'est cassé la gueule rapidement. Hein? Et le nom de ce pharaon est donné. Et il se trouve que c'est un pharaon de la 17e dynastie. Vous voyez, au moment où les Juifs sont venus avec les Joseph et autres, et c'est à cette période-là que se situent les événements. Mais les Peuls ne sont pas partis quand les Juifs ont été expulsés. La tradition Peul dit qu'ils sont partis avec les Peuls vers la Terre Sainte, mais qu'arrivés au Sinaï, les Peuls se sont ravisés. Ils ont dit, nous, là où nous allons, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'eau, donc nous, on retourne sur nos pas. Et c'est comme ça que les Peuls se sont séparés des Juifs, ils sont revenus en Égypte, où ils sont restés, jusqu'à un pharaon qui s'appelle Ptolémaïos. Ptolémaïos, c'est Ptolémée, qui a tué leurs vaches et qui a détruit le village où ils faisaient leur cérémonie, pour honorer les bovidés. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont quitté et qu'ils ont transité par Korotoro, Toro, vous voyez. Et on dit que le nom du... Oui. On dit que le nom de Fouta vient justement du nom de ce groupe des Peuls qui vivaient en Égypte. La tradition dit Foutou. Foutou. Et c'est ce toponyme-là qu'ils ont amené. Et quand ils sont arrivés au Fouta, ils ont donné le nom, Et on vous retrace tout leur itinéraire. Ils sont passés par Korotoro, actuellement au Soudan, je pense. Et c'est progressivement qu'ils sont arrivés donc en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, là, ce sont des faits. Avec les différents Fouta. Avec les différents Fouta, oui, absolument. Et quand ils sont arrivés, ils ne sont pas installés directement dans la vallée du Fouta. Non. Ils ont fait comme les Soninké, ils sont installés dans le sud mauritanien, qui était à l'époque une zone qui n'était pas encore désertique. Et c'est progressivement que les populations sont descendues dans la vallée, les Soninké. Et ça, vous prenez le chapitre 6, le processus d'installation des populations. Mais le Sahara n'est pas négligé, parce que tout se passe au Sahara. Koumbi, c'est aujourd'hui en plein Sahara. Et quand les gens sont arrivés là-bas, mais ils ont trouvé des populations. Mais Koumbi n'a pas été créé sur le site même du Dar Tichit. Koumbi a été créé 300 km au sud. Ce qui fait que les archéologues qui militent pour dire que les Soninké, l'Empire de Ghana, sort directement du néolithique de Tichit, ils ont essayé, mais il y a un double problème. D'abord, ce n'est pas sur le site d'Ar Tichit, donc il n'y a pas continuité territoriale, et il n'y a même pas continuité chronologique, parce que Koumbi sera créé, ou naîtra, l'Empire de Ghana naîtra 600 ans après. Donc il y a un décalage chronologique et spatial. Et les traditions soninké nous expliquent pourquoi. Parce que ce ne sont pas les néolithiques de Tichit qui ont créé Ghana. Ce sont des gens venus d'Égypte qui ont créé Ghana. Donc, quand on exclut le Sahara, mais c'est parce que ce sont les traditions elles-mêmes qui nous expliquent pourquoi. Et ce problème que les archéologues n'arrivent pas à résoudre, ils n'arrivent pas à le résoudre. Et Augustin Eol a été l'un des rares à être honnête en disant que nous n'avons pas réussi à faire une jonction sans problème entre le néolithique de Tichit et l'Empire de Ghana. Ils ne pouvaient pas faire la jonction et nous savons pourquoi.
Parce que les fondateurs de Ghana ne sont pas les néolithes de Tichit, ce sont des gens venus d'Égypte. Voilà le problème. Hein? Et ce que Mamoudou Fall ne comprend pas, c'est qu'il manque de lecture. Il y a un livre écrit par Jean Leclan et un autre dont j'oublie le nom. Ça s'appelle La civilisation des chasseurs du Nil et du Sahara. Mais les gens Leclan ont dit qu'une bonne partie de la civilisation égyptienne est sortie du Sahara. Mais personne n'a dit qu'il n'y avait pas de lien entre le Sahara et l'Égypte. Ce sont des déficits de lecture. Et ces populations sorties du Sahara, nous avons même les Peuls, les ancêtres des Peuls ont vécu au Sahara, mais tout ça c'est avant la naissance de la civilisation égyptienne. Les gens ont vécu au Sahara, et avec la désertification, ils se sont repliés. Ils ont replié vers la vallée du Nil et vers les vallées du Niger et autres. Donc personne n'a dit que nous tournions le dos à l'Égypte, comment dirais-je, au Sahara. Non, le Sahara est bien là, mais seulement il faut voir que l'histoire n'est pas linéaire. Les gens ont vécu au Sahara, mais ils ne sont pas venus directement ici. Ils ont d'abord reflué vers la vallée du Nil, où ils sont restés jusqu'à l'installation totale de l'insécurité avec la conquête de la vallée par des étrangers. Et c'est en ce moment-là que les populations ont reflué. Et j'ai dit que toutes les traditions, pas seulement les traditions Peul, Wolof, même les traditions Baoulé, parlent de l'origine égyptienne des populations. Alors, il ne faut pas être quand même plus royaliste que le roi. Nous, on veut bien associer le Sahara. Mais si ce sont les populations elles-mêmes qui expliquent qu'elles ne sont pas venues du Sahara, qu'elles sont venues d'Égypte, mais quand même, il faut savoir raison garder. Et maintenant, l'archéologie, ce que l'archéologie fait, je dis que si c'est honnête, les gens reconnaissent. Ils n'ont pas réussi à faire la jonction entre le Sahara et la première manifestation politique, l'Empire de Ghana. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et moi, même la métallurgie du fer dans la vallée du fleuve, mais c'est une métallurgie venue d'Égypte, contrairement à ce que dit Amadi Bokoum. Ce n'est pas une métallurgie inventée sur place, non. Les gens sont venus avec la métallurgie, et ça, Siré Abbasso l'avait déjà dit. Et aujourd'hui, les datations venant d'Égypte, ce que dit Yoro Diaw à propos des Diaogo, que ce sont les Diaogo qui ont amené la métallurgie du fer, et ils disent qu'ils l'ont hérité de leurs ancêtres, les Coptes, c'est-à-dire les Égyptiens. Mais là également, on ne va pas faire deux ou trois trous quelque part et vouloir régler tous les problèmes de l'histoire avec ça. Moi, je veux bien, je crois à l'archéologie, je l'ai utilisée. Mais quand il n'y a pas suffisamment de fouilles, ou quand les fouilles n'ont pas réussi à, sans problème, faire une jonction, moi, je dis que je préfère croire à la tradition orale, à la tradition soninké, qui est corroborée par l'égyptologie. Alors, moi, je veux bien, quand les gens viennent du Sahara, parce que c'est plus proche, ils font de la logique géographique. L'histoire n'est pas toujours linéaire, encore une fois. Hein? Et, excusez-moi. Hein? Ils ont trouvé des populations. Est-ce qu'on peut parler de ces populations? Vous voyez. On va Mais ce sont les Kakolo, les Kagoro et autres, prend l'Empire de Ghana. Les voilà. Les Atakourma. Au niveau de la vallée, par exemple. Ouais. Mais on va en parler, les traditions. Oui, je crois que mais je vais y revenir. Voilà, bon, donc je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Voilà. Hein? Il Voilà. reste encore quelques minutes. Merci Tokara. Moi, je vais y revenir. Les sources romaines disent que le roi d'Agisimba est le roi le plus puissant dans cet espace-là, du Sahara. Moi, dans ma tête, j'ai dit qu'il faut mettre en relation Agisimba avec les travaux sur Djenné, la civilisation de Djenné. Mais le Ghana, là, c'est pas tombé du ciel comme ça. Alors, le pays d'Agisimba, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est un nom que nos anciens ont beaucoup aimé. Il y a beaucoup de musiciens qui appellent le pays d'Agisimba l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ils avaient un groupe très puissant avec des musiciens quand ils étaient en France. Moustapha Niasse, ils ont appelé le groupe Agisimba. Mais Agisimba, c'est un nom mystérieux. On ne sait pas ce pays qui était tellement puissant, ce royaume-là. On dit que tous les Éthiopiens qui sont en Afrique de l'Ouest, ils sont derrière le pays d'Agisimba.
Bon, réglons le problème d'Agisimba, on ne l'a pas encore réglé. Le problème donc du problème de Djeno Djene, hein? Très bien, oui. Non, tu as raison. Le problème de Yamandirou, pour ceux qui vont parler le mois prochain, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et donc, d'où la nécessité de travailler ensemble. Agisimba, moi, l'enquête m'avait amené à dire que bon, peut-être c'est le nom de l'hippopotame. Pourquoi je le dis? Parce que le seul pays où j'ai trouvé un nom à Kimba, c'était l'hippo. Et l'hippo, c'était intéressant parce que c'est le nom du Mali, Mali Béro. L'hippopotame, c'est le nom de Saint-Louis du Sénégal, Mankoumba Bang. Tous ces empires-là, Mali, tout ça, c'est les grands fleuves. Et on y reviendra. Mankoumba Bang, dont vous avez entendu parler, à Saint-Louis, moi j'ai des problèmes pour que les Saint-Louisiens comprennent que c'est l'hippopotame. Parce que depuis l'Égypte pharaonique, quand vous avez l'hippo, vous avez beaucoup de poissons, vous avez beaucoup d'arbres, et c'est nous qui avons des problèmes parce que c'est nous qui tuons les hippopotames. Mais l'hippopotame, c'est nous qui les dérangeons. L'hippopotame, quand les Égyptiens voyaient ça, mais c'était d'ailleurs les femmes qui voulaient avoir des enfants. Mais la divinité, c'est l'hippopotame. L'inondation, quand vous avez l'inondation, vous avez des vaches, vous avez tous les animaux, y compris les êtres humains qui sont noyés. Donc l'inondation, c'est une bénédiction, c'est une bonne chose. C'est nous qui avons des problèmes à Dakar parce que nos gouvernements ne règlent pas les problèmes de l'inondation. Mais l'inondation, ce n'est pas un problème. L'inondation, ce n'est pas un problème. C'est un problème quand on n'est pas bien organisé. Donc l'hippopotame, c'est une divinité. Et donc ça, je voudrais vraiment... alors, les migrations, Mourfal a raison de poser les problèmes des migrations. Mais vous savez, ici, on a discuté quand il s'agissait de créer l'université du Fouta. Là. Est-ce que ça doit être une université pour les nomades, une université pour les pasteurs? Mais il ne faut pas opposer. C'est vrai qu'il y a des conflits, hein, mais nomades et sédentaires, mais les rapports entre les Sérères et les Alpulaha, c'est des rapports très intéressants. Il faut analyser ce problème. Même les Hutus, les Tutsis, là, c'est tout récemment qu'il y a eu ces graves problèmes. Mais pendant très longtemps, pendant des millénaires, donc il faudra qu'on voit qu'on a des identités singulières et des identités partagées. Les identités, c'est pluriel. Je vous donne un exemple. Ça, c'est pour répondre à Modou, c'est lui qui a posé la question, il est entre deux. Vous savez, moi, quand je vous parle, j'estime, quand j'étais très jeune, on me disait Adjor. Qui Adjor? À Saint-Louis, on dit que Adjor. Je me considère comme Adjor, Bawal Bawal. Je me considère comme du Fouta. Je me considère... Vous savez, moi, ma mère est une camarade. Mon père est Diop. Mais mes ancêtres là, moi je suis allé, à Fouta Touba là. Fouta Touba, ça se trouve en Guinée là, actuellement. Je suis allé jusqu'à Sibi. Sibi, ça se trouve au Mali. C'est là-bas que vous trouvez les camarades là. Et les griots vont vous raconter comment... Soutiata, il ne s'appelait pas Keita. C'était Konaté. Oui. Non, là, ça a changé à un moment. On peut les dater. Soutiata était Konaté. On te raconte là-bas les griots, comment les camarades ont négocié, ils ont donné des terres, etc. C'est après qu'il y a tous ces problèmes. Le Djolof, du côté de mon grand-père, mais sa mère est du Djolof. Quel est le problème? Et on doit écouter les Baïlouk. À Saint-Louis, c'est une ville très intéressante. Il y a l'espace colonial. Mais il y a des noms de quartiers. Lodo Sindone, j'ai défié les Wolof de me dire que ça signifie. Lodo, c'est chez les Poulards que j'ai entendu vers Podor là. Et c'est pas mal d'ailleurs lors de ces chansons là qui parlent de Lodo. Que je dis, ah bon, Lodo c'est également le nord là. Lodo, oui. Lodo. Sindone, à Saint-Louis, qui peut m'expliquer d'où vient Sindone? Moi, c'est en Casamance où j'ai entendu les gens parler de Sindone. D'ailleurs, j'ai dit à Mamoudou, il faut qu'on sache la signification de Sindone qu'il y a en Casamance et Sindone là qui signifie le sud, etc. Donc, ce débat-là, à Saint-Louis, Sindone, c'est le sud. C'est le quartier sud. Oui, c'est le quartier sud. Oui, mais si tu veux, dans le sud. L'autre, c'est le nord. C'est le nord à Saint-Louis. Oui. Voilà. Mais tu sais, d'abord, on a un grand projet mondial sur les toponymes. On a un projet vaste
pour qu'on sache les toponymes au Sénégal. Pourquoi, même ici à Dakar, les noms de quartiers, moi, les seuls endroits chez les Liboula, Tongor, pourquoi? Moi, il y a des quartiers Tongor. Pourquoi Tongor? Qu'est-ce que ça signifie Tongor? Il y a ici, chez les Liboula, que je vois les Tongor, etc. Donc, Rao, j'ai appris, parce que j'ai discuté avec P.A. Sonam Alioune Diadbor, qui a même détenu la tradition Lébou. Il me dit Dakar, c'est deux Rao. Mais tout récemment, on a nos parents doute qui viennent nous dire que le nom est doute. Bon, il faut qu'on fasse ce travail modou pour qu'on. Les thèses ne se neutralisent pas. Parce que ce que les Wolofs disent sur Rao, le Rao qui est à Dakar de Rao, c'est les lieux de refuge. C'est des villages de liberté. C'est les villages de liberté. Mais quand tu écoutes les doutes, ils disent tout simplement forteresse, etc. Mais ça signifie qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, les traditions ne s'écartent pas. Et il faudrait qu'on soit... Rokhaya a dit, est-ce qu'on n'a pas trouvé des populations? J'ai expliqué dans un article le nom de Gandong. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un nom français. Mais Gandong, les traditions orales disent que Gandong, la fille. Gan. Et les vieux qui parlent de ça, c'est des vieux qui s'appellent Dior. Tenez-vous bien. Aujourd'hui, les Dior, vous les trouvez où? C'était des Dior qui étaient dans la région aujourd'hui où il y a le Gagnon. Ils disent que nous, dañu fekkoon ñu sant Dior ñun ñi sant Wade ak ñi sant Diop bi ñu fi ñëwee yàggul. C'est ce que dit la tradition orale. Mais donc, nous, on doit recueillir toutes ces choses. Et c'est vrai, Mourfal a raison. Le problème, ce n'est pas seulement l'Égypte, mais ça, c'est effectivement une déformation. Peut-être que nous-mêmes, enseignants, on n'a pas le temps. Mais il y a un livre remarquable d'une collègue algérienne qui s'appelle Le Sahara, 50 siècles avant les pyramides. Moi, je vous recommande qu'on lise ce livre. 50 siècles avant les pyramides, qu'est-ce qui s'est passé dans le Sahara? Elle a fait un travail d'archéologie remarquable. Bon, on ne peut pas parler, Aboubakri a raison, des migrations sans parler de Méroé. Parce qu'avant l'Égypte, il y a le Soudan. Méroé, et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a tout un débat sur la langue méroïtique qu'on n'arrive pas pour le moment à déchiffrer. On ne sait pas quels sont les gens qui parlent cette langue. Pour le moment, le Wolof et l'Égyptien, c'est facile. Le Wolof et l'Égyptien, c'est facile. Mais la langue de Méroé, on ne connaît pas. Les Éthiopiens, il ne faut pas les oublier. Je parle pas de l'Éthiopie en général, mais de l'Éthiopie actuelle. C'est le seul pays qui a gardé le nom de l'Égypte, le nom du Nil. Eux, ils appellent le Nil Happy. Alors que le Nil avait plusieurs noms. Mais il n'y a que les Éthiopiens. Aujourd'hui, c'est pour ça que la revendication entre l'Éthiopie et l'Égypte actuelle, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas la guerre sur le Nil. Mais le Nil, les Éthiopiens, eh ben, c'est eux qui donnent le plus d'eau. Le Nil vient depuis l'Ouganda. Mais le grand volume d'eau, ça vient des plateaux éthiopiens. Mais il faut négocier. On ne peut pas ne pas négocier. Donc, les Égyptiens, aujourd'hui, doivent négocier avec les Éthiopiens. Je ne reviens pas maintenant sur les questions de spiritualité. Bon, Pharaon, effectivement, Maud a raison. Il y a une différence entre spiritualité et religion. La spiritualité, c'est une partie. La religion, c'est assez complexe. Il y a 3 dimensions. Il y a, d'une part, la foi. Il y a les cultes. Toutes les religions n'ont pas de culte, mais il y a les cultes. Et enfin, il y a la morale. La morale, en ricochet, il y a les questions économiques et politiques. Parce quand on parle de morale. Donc, les religions, c'est vrai que le latin est peut-être la langue la plus intéressante. Parce que toutes les langues se valent, mais toutes les langues n'ont pas le même niveau de précision. Les Romains, pourquoi c'est intéressant? Parce que eux, ils disent que c'est un lien, mais un lien entre quoi et quoi? Entre l'être humain et la nature, entre l'être humain et ses semblables, entre l'être humain et son environnement. La religion, c'est tout cela. Et la religion, ma foi,
elle dépasse la spiritualité. Celui qui a fait le travail le plus remarquable, il s'appelle Al-Asyuti, c'est un Égyptien d'ailleurs. Il dit ce que ces trois religions doivent à l'Égypte pharaonique. Tu as parlé du judaïsme. Bon, ils ont leur religion malgré tout. Hein. Il y a le christianisme, il y a l'islam. Ces trois religions ont beaucoup puisé. Mais ça, nous, égyptologues, quand on l'a dit, moi la première fois quand on l'a dit lors du symposium de Cheikh Anta, on nous a traités de néo-pharaons. Mais c'est de bonne guerre. Les positions de la prière chez les musulmans, tout ce qu'on fait, les ablutions, les tchouraïs, tout ça dans les mosquées, mais tout ça, ça existe en Égypte pharaonique. Tchouraï. Pardon, Bouba, juste une parenthèse. Oui, Tchouraï, vous ne pouvez pas comprendre. Oui. Tchouraï, pourquoi toutes les religions utilisent le tchouraï? Oui. Mais parce que c'est en égyptien, c'est le nom de tchouraï en égyptien, Sen Necher, ce qui rend divin. C'est ça, c'est ça. C'est ça que ça signifie en égyptien. Et ils allaient prendre ça sur les hauts plateaux éthiopiens. Ils ont même essayé d'acclimater les arbres. Donc, tchouraï, c'est un héritage direct de l'Égypte. Il y a même un Égyptien qui allait très loin. Il a failli risquer sa vie. Donc, c'est un Égyptien musulman. Mais ils ont écrit des textes pour dire que les pyramides qu'on voit, les temples que les Grecs font, y compris les édifices religieux en Arabie, à commencer par la Kaaba, il dit qu'il y a des prototypes de ce type de construction en Égypte pharaonique. Quand il a dit, il a failli mourir. Et c'est un Égyptien, un historien. Il a fait des travaux pour dire que certaines coupes de construction, on les trouve un peu partout. Donc, c'est des débats sur lesquels il faut revenir très calmement. Alors, mais la jonction. Oui, oui. Ouais, après, je te donnerai. Oui. La jonction Abraham, justement, Abraham, il a subi la circoncision après son séjour en Égypte. Oui. Il a subi ça en même temps que son fils Ismaël qui va gérer la Kaaba. Oui. Mais comment il a appelé la Kaaba? Il l'appelle, comment dirais-je, la maison de Dieu. Hout Necher en égyptien signifie la maison de Dieu. Baitillah, c'est la maison de Dieu. Très bien. Donc Abraham a beaucoup pris à l'Égypte, ça qu'on le veuille ou non, c'est ça. Et Dieu a dit qu'il fait ce qu'il veut. Il envoie Abraham en Égypte, il envoie Moïse est né là-bas. Lui, il n'est même pas allé là-bas. Il est né là-bas. Il a grandi à la cour de Pharaon. Les 10 commandements là. Est-ce que c'est pas même le fils? Est-ce que c'est pas le fils d'une des filles de Pharaon? Joseph. Parce que le bouquin le plus explosif sur Moïse, il faut lire Freud. Freud, c'est le travail le plus... Freud, c'est lui qui a inventé la psychanalyse. Il a fait un travail remarquable sur Moussa. Mouch, en Wolof, c'est quoi? Mouch, l'enfant. Celui qui est sauvé. Moïse, lui, il n'est même pas... Lui, il est égyptien. Et on dit que la bagarre... Comment la fille de Pharaon, comment tu peux grandir dans la maison de Pharaon, avoir le pouvoir qu'il a eu? Et il a été rebelle. Il est parti avec des gens qui l'ont suivi, y compris des gens qui étaient des Égyptiens. Donc le cas Moïse, je vous recommande vraiment de lire Freud, parce que les Juifs d'ailleurs ne sont pas contents de ce livre. Ils ne sont pas contents parce qu'ils montrent que, bon, les gars, ils ont voulu faire de Moïse un Juif, etc. Mais Moïse, c'est un Égyptien. C'est quelqu'un qui, dans la tradition égyptienne, a fait donc connaître Jésus aussi. Jésus également, sa mère, vous savez très bien. Bon, en fait, les religions doivent beaucoup à l'Afrique. Je termine sur la définition de l'histoire, le débat qu'Aliou Ndiaye a posé. Histoire, en grec, ça vient d'un mot, histéro, c'est enquêter. Enquêter. Et le radical, c'est oïda. Mais il ne suffit pas d'enquêter, il faut aller voir aussi. Hein. L'historien doit montrer également ce qu'il a vu. Ce n'est pas seulement enquêter, mais il faut toi-même que tu ailles regarder. Donc, l'histoire, c'est des enquêtes de terrain, c'est le laboratoire, c'est la science. Mais l'histoire, c'est critique aussi. L'histoire, c'est critique, une pensée critique. Tout ce qu'on me raconte, il faut faire la part des choses, on aura l'occasion de revenir. Alors, les Égyptiens et le savoir, Aboubakri, c'était bien, il y a ce qu'on appelle les pères ancres.
c'est les maisons de vie. Les maisons de vie, c'est quoi? Mais il y a une bibliothèque, il y a des productions. Le savoir, c'est théorique et c'est pratique. C'est comme nos daras actuels, hein, vous savez, les daras. Moi, mon père, c'est dans les daras qu'il a appris le métier de maçon. Hein. Il est devenu maçon. Les daras, là, on apprenait à travailler. C'est pas comme nos écoles aujourd'hui, on passe dans nos écoles aujourd'hui, il y a la pratique aussi. Donc, il ne faut pas croire que les anciens Égyptiens étaient des spéculateurs. Non, il y a des choses. Alors, en conclusion, sur la question linguistique, Sorna, j'ai promis qu'on va tout faire. Mais les classements, nos amis linguistes doivent nous aider. Il faut qu'on invente des mots pour dépasser la bibliothèque coloniale. Les langues bantoues, les langues ouest-atlantiques. C'est complexe. Les substrats, les superstrats, l'abstrat. En linguistique, il faut qu'on arrive à découvrir les langues africaines, leurs liens intimes. Bon, maintenant, il faut être critique. Je donne l'exemple des Sérères. J'ai été très frappé de voir dans le livre de Rokhaya une tradition sérère qui dit que les Sérères viennent de Chine. Alors, au départ, ça peut faire sourire. Mais nous qui travaillons sur la géographie antique, mais on sait pourquoi ça s'est arrivé, ce type de tradition orale-là. Parce que dans la géographie ancienne, chez les Grecs, il y avait deux signes. Le signe d'Afrique et le signe d'Asie. Comment? Est-ce que ce n'est pas les auteurs arabes qui ont fait comprendre à certains Sérères, là, surtout les Sérères du Sénégal, que leurs ancêtres viennent de Chine? Parce que ça, c'est en contradiction avec les Sérères qui viennent d'Égypte et les Sérères qui viennent du Sahara. Donc là, il faut qu'on mette de l'ordre. Et donc là, je taquine nos amis qui travaillent sur la période intermédiaire. Il faut qu'on critique nos traditions orales. Parce que Rokhaya, dans son livre sur le Saloum, il parle de ces Sérères qui pensent que leurs ancêtres viennent de Chine. Ça, c'est des déformations, des télescopages dans les traditions. Ça, c'est pas, à mon avis. Bon, bien entendu, vous allez me dire maintenant les Sérères, les Noirs dravidiens et la langue sérère. Donc là aussi, c'est un autre débat pour lequel on n'a pas encore de réponse. Si, il y a des réponses. Oui, oui. Parce que vous voyez, les relations entre l'Afrique et le monde dravidien, c'est très clair maintenant. Oui. Déjà, il y avait la Chaldée, Oui. et il y avait l'Indus. C'est-à-dire, vous prenez la civilisation égyptienne, elle est plus ancienne que les civilisations chaldéennes, qui elles-mêmes sont plus anciennes que les civilisations de l'Indus. Donc, la direction, c'est Est-Ouest. Et aujourd'hui, il y a la génétique qui montre que, effectivement, certains Dravidiens partagent des gènes avec des populations, comment on les appelle encore, les populations éthiopiennes, là, le groupe C. Oui. Le groupe C. Oui. Et que quand ces gens-là sont allés là-bas, ils ont acquis de nouveaux gènes qu'ils partagent avec les populations locales. Voilà. Donc aujourd'hui, aussi bien la chronologie que la génétique montrent que ce sont les Dravidiens qui sont partis d'Afrique pour aller en Asie. Merci Sokra. Voilà. Je pense que Adjaratou Sall de l'IFAN veut dire un mot avant que je donne les derniers mots et les derniers éléments. Adja, vas-y, Adjaratou. Adjaratou. Voilà. C'est juste pour dire que je me suis vraiment d'avoir assisté à ce très riche débat aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup appris. Et ce que je retiens est que tout cela est définitivement remonté comme dans l'histoire générale du Sénégal, dans l'histoire générale de l'Afrique. Oui. Et de l'Égypte particulièrement et vice-versa. Mais cela veut dire également que le lien entre archéologie, égyptologie moderne, la linguistique, les traditions orales, doivent être tous étudiés ensemble et de manière transversale. Absolument. Et en fait, malheureusement, ce qu'on remarque au Sénégal avec, en ce qui concerne les études linguistiques, c'est qu'on fait beaucoup plus d'études synchroniques sur les langues. On fait beaucoup plus de descriptions. Il n'y a pas assez d'études sur la comparative, d'études diachroniques. Et je pense que ce serait pertinent de créer un réseau d'études comparatives sur les langues, à côté des commissions pour l'élaboration de l'histoire générale du Sénégal. Ça, je pense que ce serait vraiment... Ça nous permettrait d'avoir au moins de prendre l'existence qui est ici, des descriptions qui se font au Sénégal, aussi en Afrique, sur le plan de description linguistique, et de faire des comparaisons pour un peu booster un peu
travaille là sur l'histoire générale du Sénégal. Par exemple, je donne juste un exemple. Le professeur l'a dit tout de suite, quand il a parlé de la classe M en Pulaar, la classe des liquides, par exemple, qu'on retrouve aussi en Wolof, qu'on retrouve pratiquement dans toutes les langues protobanques. La classe M là est très fréquente. Bon, ça permet en fait de dire que le Wolof, le Sérère, le Pulaar sont presque apparentés peut-être à l'Égypte également. Mais pour qu'il des autres langues, les zones là, vous avez évoqué un peu aujourd'hui la relation probable entre le Baïnouk et le Wolof, mais peut-être la relation entre le Bédik également. Le Bédik est une langue minoritaire au Sénégal oriental et qui systématiquement utilise la classe M pour cette liquide, tout ce qui est liquide. Et même pour la langue, on utilise la classe parce que la langue est considérée comme quelque chose qui coule, comme quelque chose de liquide. Je pense qu'il faut répondre là-dessus et faire beaucoup plus de comparatifs. Okay. Et je pense qu'il faut aussi questionner les rythmes, les danses, les mouvements, par exemple. Moi, j'ai été en Éthiopie, par exemple. Quand j'ai vu les Éthiopiens, la musique éthiopienne, les Oromo et les Tigriniens, ils avaient beaucoup de ressemblances avec les Bédiques. La même ethnie, la que j'ai en train d'étudier au Sénégal oriental. Beaucoup de ressemblances. Donc, je pense qu'il y a lieu de faire ces comparaisons-là, aussi bien linguistiques, comparatives, mais également synchroniques. Merci beaucoup. C'est juste ce que je voulais apporter comme. Et vraiment vous remercier. C'était vraiment très intéressant. Voilà. Intéressant débat. Très riche. Merci beaucoup.